Frédéric Delavier, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, oui, ça va bien. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Donc, t'as pas voulu que je t'envoie des questions préparées, donc tu as voulu que je te dise mes questions sur le moment pour que ce soit Ouais. spontané. Bah Donc oui, là, tu non. n'as aucune idée de ce que je vais te poser. C'est Ok. bien ça, c'est que je ne vais pas faire semblant de répondre à quelque chose que je ne connais pas et dont je ne suis pas le spécialiste non plus. Ça marche. Alors, j'ai préparé une bonne dizaine de questions. Mhm. Bon, il y en a qui seront courtes, il y en a qui seront plus longues en termes de réponses. Il y en a qui vont peut-être t'énerver un peu. On Mhm. verra. Alors, je vais commencer par la première question. Mhm. Parmi tes livres, lequel est le meilleur et le plus abouti selon toi? Bon, alors, ce n'est pas le meilleur et le plus abouti parce ils ont tous des fonctions différentes, mes bouquins, tu vois. Donc, ça dépend dans quel domaine. Alors, c'est une pirouette, mais alors, tu peux me dire aussi, c'est pas le meilleur, c'est mon préféré, tu vois. Euh, D'accord. Ton préféré alors? Bah, alors, mon préféré, alors, alors, ça ne sera pas forcément le préféré de Gun. Hein. Moi, mon préféré, c'est le guide des mondes de musculation parce que c'est la base pour s'entraîner. Pour moi, étant donné que moi, je ne suis pas un fan des programmes. Euh, les programmes, ça me casse les couilles. C'est pour ça que je les ai délégués à Gun, qui lui fait des programmes et tu dis, regarde, ça l'intéresse. Mais en vérité, pas tant que ça. Ce qui l'intéresse aussi, c'est les techniques d'entraînement et la nutrition, Gundin. Tu vois, il y a beaucoup, puis les études, et puis alors comparer les études, c'est assez intéressant. Tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est la biomécanique et la trauma. Hein, tu vois, la biomécanique, traumatologie, comment réaliser un mouvement. Après ça, moi, les programmes, je le fais à l'instinct, je sais programmer parce que j'ai fait du power, je fais de la force. Mais pour le bodybuilding, c'est pas ma passion. Donc moi, le guide des mondes de musculation, c'est vraiment un livre, il n'y a pas de programme, c'est un livre où chaque exercice est présenté et avec sa technique et les dangers et comment optimiser en fonction de sa morphologie. Tu vois, donc il y a de la trauma dedans et il y a de l'approche morphologique, ce qu'on appelle l'approche anatomo-morphologique ou morpho-anatomique, comme ils veulent. On a les mecs tournent le truc dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apporté puisqu'avant, à l'époque de Vedder et même d'Arnold, on disait bah, pour s'entraîner et prendre des pecs, bah, si tu veux avoir les pecs d'Arnold, tu t'entraînes comme Arnold. Et si tu veux avoir les cuisses de Tom Platz, tu t'entraînes comme Tom Platz. Tu vois. Et non, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, hein, c'est pas bon. Et moi j'ai dit non, moi je faisais du power, on voyait qu'on avait tous des façons de s'entraîner différentes en fonction de nos morphologies. Ça vient aussi de la force hein, et du sport de performance plus que du sport d'esthétisme. Et j'ai commencé à expliquer mais non, en fonction des leviers et des leviers, donc de la morphologie et des leviers qui varient selon les individus, hein, on a des risques plus ou moins accrus de se blesser et on a des prédominances de tel ou tel muscle. Donc, si tu n'arrives pas à t'entraîner, bah, à ressentir ton muscle de cette façon, bah, il va falloir localiser d'une autre façon en utilisant d'autres exercices. Donc, moi, je vais ressentir les pecs comme ça et toi, ça se trouve, tu les ressentiras d'une autre façon. Alors, il y a des exercices qui marchent globalement et puis après, il y en a qui ne marchent pas pour les gens. En fonction, par exemple, pour les pecs, s'ils ont une prédominance épaule-triceps, ça va être très dur de localiser sur les pecs comme je dis tout le temps, s'ils ont de grands bras, une petite cage, s'ils descendent tout en bas, il va falloir en lourd, ils risquent de s'arracher le tendon s'ils sont pas souples, tu vois. Après, il y a des souplesses, il y a aussi de la morphologie moléculaire. Hein. C'est un ensemble, hein, mais moi je parle de la morphologie des leviers, la morphologie moléculaire, on en parle, hein, en tout cas j'en parle moi dans mes vidéos, mais c'est pas le sujet du livre, c'est le sujet, on en parle dans les méthodes par contre des fois, tu vois, puisque Gundy il adore ça. Alors moi, je dirais le guide des mondes de musculation. Dans un autre livre que j'ai vraiment beaucoup aimé faire à l'époque, alors il y avait le fight, musculation pour le fight. Alors on l'a partagé avec Gundy et puis alors c'est parce qu'on a apporté. Moi j'avais apporté. Alors, maintenant après il y a quand même des entraîneurs et des mecs qui sont très très bons, mais quand on est arrivé avec le livre, il n'y avait rien sur le fight. Les mecs qui s'entraînaient pour le fight comme en muscu classique de bodybuilding, tu vois. Non, pas du tout. L'entraînement du fight, du combat, c'est vraiment un entraînement spécifique pour le combat. Et même si c'est des mouvements de muscu, le but, c'est pas de s'entraîner comme un bodybuilder parce que, par exemple, pour le coucher, tu vas perdre de la vitesse. Hein. Si tu t'amuses à faire un développé couché classique avec la phase négative et tu remontes, non, ça fonctionne pas comme ça puisque, par exemple, dans les percussions, tu accumules rarement de l'énergie élastique hein, dans le muscle, dans l'élasticité moléculaire du muscle. Hein. Alors plutôt, on va dire, c'est du muscle, on va dire, c'est plutôt
des fascias et toute la structure élastine, collagène des tissus de maintien hein, qui accumulent l'énergie hein, pour relancer le bras. Alors, le problème, c'est qu'en fight, on est souvent sur des percussions directes où pour taper le mec et qu'il ne prend pas le coup, on est obligé de partir à l'influx. C'est essentiellement de la contraction musculaire, sauf en direct, hein, du droit, même un uppercut. Donc, c'est différent. Donc, c'est des entraînements type powerlifting où on détend le muscle pour travailler directement la vitesse. Donc, on travaille la contraction, le système neuromusculaire, pour grossir le muscle en même temps, mais on ne va pas accumuler l'énergie cinétique dans tout le système de tissu de maintien. Hein. Tendons, fascia, tout ça, machin. Et il y en a aussi dans les muscles. Et par contre, si tu fais un crochet, tu sais, par exemple, à la fin pour frapper un mec, les mecs, ils utilisent la rotation et là, ils vont assommer le mec. Mais il faut déjà que le mec soit fatigué, tu vois, pour avoir un coup extrêmement puissant qui va le briser. Et ça, c'est OK, ça peut marcher avec un entraînement muscu. Mais globalement, c'est les crochets, les grands crochets comme ça, tu sais, la patate de forain. T'en as pas tant que ça en combat, en ring, hein, même en rue, tu vois. En rue, tu peux l'avoir si tu prends le mec sur le côté. Il parle et tu tapes comme ça. Il y en a qui lui discutent, on dit vas-y, casse-toi, toi. Puis il y a le copain à côté qui allonge et qui frappe. Ça, un peu, mais le ring, c'est pas ça. Le ring, les mecs, si tu commences à prendre pas une demi-seconde, mais un dixième de seconde ou deux, je sais pas, pour taper, il va te voir. Donc, c'est pas bon. Donc, on expliquait toutes les techniques pour faire pour travailler la vitesse de contraction et prendre de la force, même du volume, mais avec cette vitesse, parce que le but, c'est de ne pas perdre de la vitesse. Et puis, par exemple, je parle des percussions, c'est ce qu'on avait apporté dans notre livre. Hein. Les mecs, un boxeur qui veut travailler à fond le dos en volume, comme un bodybuilder, il va se retrouver même le milieu dos, il faut le travailler. Hein. Mais il risque d'avoir du volume musculaire qui va retenir le bras quand il va falloir frapper. Ça demande quand même des types de morphologie et des prédominances de travail sur certaines zones, et puis en fonction des morphologies aussi, tu vois. Alors évidemment, un type qui va faire de la lutte, qui est en spécialiste grappling, je pense comment il s'appelle, le Tchétchène, c'est ça, c'est le Tchétchène qui a son chapeau Je vais te rechercher ça. Ouais. Ben, lui, c'est un lutteur, il travaille les percussions, mais son truc, il aura plus intérêt à travailler les dorsaux, tu vois, pour grimper, pour prendre le mec et le bloquer dans tous les sens. Hein. Là, ça demande du biceps, des dorsaux, c'est des types de combats différents. Après, pour les percussions, c'est pas la même chose. Après, c'est un mixte. Hein. C'est tout le temps le blindage, comme dans les histoires de combat. Tu sais, pour les chars, c'est le blindage qui t'empêche de recevoir des coups, mais qui t'empêche d'aller vite, ou la vitesse et le canon. Bon, maintenant, avec les drones et puis les missiles, ça joue plus trop. Tu vois. On occupe plutôt le terrain avec les chars. Mais c'est pareil, hein, tout combat, qu'il soit humain ou machine, on a tout le temps des contraintes. Des trucs que ça t'apporte, mais ça t'empêche aussi. Donc, il faut jouer toujours là-dessus. Donc, on avait apporté un entraînement spécifique au fight pour montrer, en fight, tu ne t'entraînes pas comme un muscu classique de bodybuilding. C'est pas la même chose. Et puis, un entraînement de judo, de muscu de judo, c'est pas la même chose qu'un entraînement de boxeur. Après, évidemment, même un pied-point, tu vois. Après, évidemment, en MMA, c'est martial, mixed arts. Les arts martiaux mixtes. Voilà. En MMA, à l'UFC ou ailleurs, toi, je ne sais pas, c'est un mixte, donc, comme ils disent. Hein. Donc, après, chacun arrive avec son entraînement en fonction de sa morphologie, de son type de combat, ton type de combat étant souvent donné par ta morphologie aussi. D'accord. C'est pas un coup de pied haut si on n'a pas de mobilité de la hanche, tu vois. C'est sûr. Là, on va faire du middle ou du bas, bam, tu vois. Et puis, il y en a qui font du bas. Hein. Et puis, Ouais, c'est vrai. Et donc, on apprend ça, tu vois. On apprenait ça dans le Musculation pour le fight, qui est un très bon livre d'ailleurs. Je l'ai bien aimé parce que on débroussaillait à terrain vierge. Alors, c'est toujours amusant d'être un débroussailleur, c'est d'être un colon, de découvrir de vastes paysages vierges. Tout le temps agréable d'être le premier. Bon, après, on est suivi, hein, bien sûr, mais toujours agréable. Et il y en a un autre que j'ai aimé faire, c'était pas son premier, c'est musculation pour les bras. Tu vois, ça c'est marrant parce que c'est du haut niveau quand même. Et puis c'était un prétexte pour décrire pour moi à fond des mouvements et les pathologies, tu vois, aller plus en profondeur dans les pathologies que l'on rencontre en muscu, qui étaient traitées nulle part dans les livres de muscu, d'ailleurs qui n'étaient même pas traités en médecine. Maintenant,
ils le traitent. Hein. Maintenant, il y a le crossfit avec tous ces blessés et tout ça. C'est bien le crossfit, mais ça traumatise. Très agréable comme sport, mais c'est traumatisant. Et donc, ils commencent à avoir un sacré niveau. Les bons kinés, c'est souvent des kinés de crossfit. Parce qu'ils voient passer les petites victimes. Mais petites victimes d'un sport très agréable d'ailleurs, tu vois. Si c'est pas un sport de combat, c'est quand même un sport qui travaille tout. L'endurance, la vitesse. C'est comme du strongman, mais avec plus de répétitions quasiment, tu vois. C'est pas mal. Donc ça, il y avait musculation pour les bras. Et en termes de muscu, autrement, moi, mon préféré, c'est l'éveil des consciences, bien sûr. Parce que ça touche à tout. Ça touche pas à la muscu, bien sûr, mais ça touche au corps humain. Et la musculation, pour moi, était un moyen de m'intéresser, de vivre en m'intéressant au corps humain et en gagnant très honnêtement ma vie en étudiant des choses intéressantes, c'est-à-dire notre corps qu'on est en permanence avec nous. Et puis, tu vois, et puis bien gagner ma vie à mon rythme. Hein, c'est-à-dire, c'est pas un boulot qui est facile, contrairement à ce qu'on pense, puisque il faut un bureau, il faut beaucoup de choses. J'ai un bureau qui ne paraît pas, mais j'ai un bureau qui est équipé pour faire des dessins qu'on ne peut pas faire ailleurs que dans un bureau. Je peux écrire partout, tu vois. Puis, bon, l'éveil des consciences, l'éveil des consciences, c'est vraiment le bouquin que je voulais faire. Mais je ne pouvais pas le faire avant parce que, un, je n'avais pas la connaissance. Deux, je n'avais pas le système d'écriture réactif qui me permettait de l'écrire en fonction de ce qu'on m'envoyait, des discussions que j'avais sur Internet avec les gens qui me suivaient sur mes réseaux sociaux. Donc, comme je suis un réactif, le mec me pose des questions, je réponds à des questions. Tu vois, et après, je compile un peu comme Confucius et les entretiens. Confucius explique des trucs extrêmement intéressants, mais ce sont des réponses à des questionnements d'élèves en général. Et après, ça fait les livres de Confucius qui sont d'une grande sagesse, en gestion, en compréhension du monde. D'accord. Et du coup, tes livres, tu les vends surtout où? Aux États-Unis surtout ou plutôt en France? Ah non, non, aux États-Unis, dans le monde, hein, énormément, en Asie aussi. En Asie, alors en Corée, on récupère quand même pas mal. En Chine, c'est plus dur parce qu'on ne sait pas, c'est très dur avec les Chinois de récupérer, mais on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Taïwan, on en vend beaucoup. Non, alors, le premier marché, bien sûr, c'est le marché américain, le marché anglo-saxon. C'est majoritairement avec ça que je gagne ma vie. Donc, quand les mecs disent de Delavier, on va le couler, on va lui interdire ses livres en France, même de muscu, je dis, mais mon gars, moi, je gagne ma vie aux États-Unis et puis, je sais pas, tu penses quoi de moi? C'est parce que je suis accessible sur les réseaux. Moi, je suis un mec mondial. Et donc, le plus gros marché, c'est le marché américain. Pour le moment, je dois être dans les premières ventes aux États-Unis parce qu'on relance le guide des mots de musculation Strength Training Anatomy. Donc, je crois que c'est la 6e édition revue augmentée. Donc là, elle est partie aux États-Unis, donc ils en ont commandé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vois qu'il y a des éditions partout qui sont arrivées. Je savais que j'avais. J'ai l'Italie, là. J'ai vu que l'Italie était en plus partie. J'ai les États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est des gros envois. Tu vois, mais bon, avant, ils ont déjà envoyé 50 000, je crois, et puis ils vont renvoyer aux fêtes, puisque c'est les fêtes. Ça vend beaucoup. Donc, je calcule à 1 euro par livre. On fait des prix bas, puisqu'on imprime et on vend. Donc, ça gagne très bien. Ça gagne très bien quand on lance des livres, plus tous les livres qu'on a déjà qui relancent. Donc, moi, majoritairement, je suis les États-Unis, mais je me demande si l'Asie se développe et l'Asie est un marché qui est en train de grossir. Malheureusement, je pense qu'à part Taïwan, la Corée, peut-être aussi la Thaïlande, on vend beaucoup, mais après, c'est un plus petit pays. Hein. Mais on a quand même beaucoup de ventes. Aussi en Chine populaire, tu vois. Puisque ce que ne savent pas les gens, je parle des zététiciens qui sont des mecs payés par l'État et qui me font une pub, pas sur mon contenu, hein, sur la façon dont j'acquiers mon contenu. Hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils ne disent pas le contraire de ce que je dis. Hein, ils disent non, Delavier a sûrement raison. Par contre, sa méthode est mauvaise. Tu vois. C'est Usain Bolt est peut-être premier, mais sa méthode d'entraînement est mauvaise. Donc, on préfère le second. Les mecs, c'est des fous furieux, quoi, payés par l'État. Mais tu vois, je suis quand même recommandé comme livre de formation par l'État coréen, par Taïwan et mais d'une façon légale, hein, et par la Chine populaire. C'est deux Chinois différents, tu vois. D'accord.
C'est deux Et, chinois. Il y en a, c'est deux types, c'est du logographique, c'est deux types de- d'écriture logographique un peu différentes. Il y en a d'accord, une plus ancienne que l'autre, il y en a une qui est simplifiée. Je crois que Taïwan, c'est la pas simplifiée. Je crois, je m'en souviens même plus. d'accord, ça marche. Ensuite, Et il y en a même trois, je crois. Trois, il y en a trois types. ok, ben, je rechercherai tout Il y en a ça. déjà deux chinois. Enfin, Ok, ça marche. en Asie, on est chinois, coréen. On est deux chinois, coréens, thaïlandais. Je me demande si on n'est pas le Vietnam aussi. Je me demande. Il y a des petites éditions comme ça, je ne sais pas. Et Japon. Déjà, on est pas mal. Ah, c'est sûr, c'est très bien. Et Enfin, justement, l'Inde, on l'a, mais l'Inde, c'est de l'anglais, hein, c'est de la culture anglophone. Les gens ne savent pas, mais bon. ok, ça marche. Je voulais te poser une question. Alors, il y a des gens qui me disent que oui, d'autres que non. Donc, je sais pas, je vais te poser la question. Est-ce que tu es la personne cachée derrière la méthode Lafay? Non, 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 mais faut pas, je critique pas Lafay. Lafay, c'est sa méthode d'attaquer les gens, mais sa méthode était très sympa un moment. Euh, C'était très sympa parce qu'il n'y avait pas de salle de gym, il y en avait beaucoup moins à l'époque, quand il a lancé ça. Les jeunes n'avaient pas forcément d'argent pour aller en salle. Maintenant, il y a eu une espèce de démocratisation avec l'ouverture de plein de salles en périphérie des villes, tu sais, euh, des Ouais, tous les fitness Basic parks, Fit, les fitness tout parks, tout ça là. ça. Des espèces de grands conteneurs, grands conteneurs, de grands bâtiments euh, techniques industriels dans lesquels on met des machines. Ça correspond bien à ça. Hein. On fait une décoration intérieure et puis on met les machines un peu en périphérie des villes parce que c'est moins cher, pas des centres commerciaux. Comme ça, les gens vont faire leurs courses et vont s'entraîner. Et tout ça, ça a explosé. Et puis, c'est avec des machines particulières, des grosses machines, bien. Donc, vraiment des bonnes salles. Donc, ce qui fait que la méthode Lafay est un peu tombée en désuétude. Il reste encore là, mais un peu quand même tombé en désuétude. Et puis après, elle a reçu le coup de comment ça s'appelle, du, un peu du crossfit, mais du calisthénique et merde, street workout, la mode du street workout, avec toutes les, les barres fixes partout et les mecs qui faisaient du street workout. Donc il a été un peu mis de côté par tous les street workers qui faisaient des compètes. Après, le street workout a un peu disparu, mais il reste quand même dans toutes les villes, toutes ces barres fixes qu'on continue à installer, en général dans les quartiers populaires, pour que les jeunes, quand il y a beaucoup de jeunes, pour que les jeunes, ils s'occupent, quoi, tu vois, ils fassent des tractions, ils soient contents. Quoi. Donc, alors, ça coûte pas très cher, ça occupe les gamins, et puis ça s'entraîne bien quand tu fais des dips, des tractions dans tous les sens, avec des activités, des compètes qui vont avec, c'est bien. Et les mecs le font plus chez eux entre deux chaises, tu vois. Ils vont là-bas, ils ont directement la barre à dips, c'est directement la barre à traction. Donc ils peuvent s'amuser, puis courir un peu dans le coin. Donc du coup, la méthode l'a fait, bah, elle est tombée. Elle est tombée parce que le milieu a changé et elle avait plus de raison d'être. Ouais, et en plus, ces derniers temps, il y a, enfin, ces derniers temps, ces dernières années, il y a aussi, avec le développement des formations en ligne, comme Frank Ropers qui a des formations et d'autres, ben, forcément, il y a beaucoup moins de gens qui achètent des livres aussi. Ah ouais, ouais. Oh bah, moi, mes livres aussi, c'est des livres de formation, tout le monde les achète, c'est les bases. Mais le sien, c'était bien adapté aux Français parce qu'ils aiment bien être suivis. Pour des gens qui ne veulent pas trop réfléchir, ils ont, je sais pas, l'entraînement 1, 1,25, je sais pas, il y a des numéros, des trucs comme ça. Les mecs, puis il avait créé une communauté. Alors, il avait créé une communauté un peu comme Thomas Durand, basée sur la haine de l'autre. Bah, c'est facile. Hein. Bon, on s'unit contre quelque chose, c'est un truc très très basique hein, à la base. Donc, c'était contre moi, après contre Cario, après contre plein de mecs. Bon, c'était une façon d'unir des gamins contre quelque chose. Mais la méthode en elle-même n'est pas une mauvaise méthode. Tu vois. Alors, ça générait des blessures, pas parce que c'était la méthode l'a fait, parce que les jeunes qui font des dips, par exemple, ils ne sont pas encore ossifiés au niveau de la poitrine, et ça pose au niveau du sternum, et ça peut poser des problèmes de, de mobilité, des petits éléments osseux et du cartilage, parce que c'est pas encore ossifié, c'est encore cartilagineux, très douloureux, parce qu'il y a beaucoup de petits nerfs qui passent par là. Donc les jeunes pensaient qu'ils avaient des problèmes cardiaques, tout ça, il y a des douleurs, ça craquait.
Mais ce n'était pas grave, si tu veux. Et puis pas mal de pathologies aussi en traction et en dips avant de biceps, tout ça, tout classique. Mais c'est des trucs que les mecs du muscu ont aussi. Tu vois. Mais quand ils garantissaient pas de blessure, non, c'est de la vraie muscu, la fait. C'est du poids de corps, mais le poids de corps, c'est pas évident non plus. Hein. C'est lourd, hein, soulever quelqu'un en dips ou en traction. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Après, je voulais te poser une question. Alors, as-tu des conseils à donner aux gens pour éviter d'avoir mal au dos et au cervical? Car c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. Les pathologies dorsales sont très fréquentes, on est plus fréquentes. Cervicale, il y a des mauvaises postures que tu peux avoir, comme quand tu conduis la tête en avant, la tête en arrière, le dos. On sait très bien que par exemple arrondir le bas du dos, c'est quelque chose qui va te poser des problèmes. Donc en général, il faut quand même essayer de se tenir bien droit et puis de faire du renforcement musculaire pour éviter de trop arrondir. On ne dit pas de pas arrondir, on dit de garder une mobilité, par exemple sur ta chaise, de ne pas être avachi, tu vois, tout le temps. Bon, tu peux un peu dessiné comme ça, mais te tenir plutôt droit, marcher plutôt droit, puis éviter d'être tout le temps arrondi dans un fauteuil, tu vois, et être ramollo. Après, si tu fais un peu de soulevé de terre, un peu de muscu, si tu cours, évidemment, c'est bien, mais après, il faut voir si tu te déformes progressivement, si tu as une mauvaise position, ben là, ça se compense, hein, ou pas, tu vois. Mais D'accord. ça se travaille. Hein. Les mecs qui conduisent beaucoup, ils ont mal au cervical. Hein. C'est connu. Hein. Tu as des pathologies comme ça. Les mecs qui conduisent beaucoup, ils ont mal au bas du dos et au cervical. Au bas du dos, parce que c'est arrondi avec les vibrations. Bah, ils s'étirent tous les ligaments et puis ils peuvent même, avec les kilomètres, se faire des. Si ce n'est pas des hernies, des protrusions. Le disque il peut se dégénérer avec l'âge aussi. Alors, tu vois, mais un ensemble. Hein. C'est quand même solide un disque. Mais bon, sur le temps, ça peut s'abîmer. Et puis, tu peux avoir des gens qui ont des fragilités au disque. Les enfants, ils ont souvent, avec la croissance, des problèmes de fragilité au niveau des disques et des problèmes même de disques qui rentrent dans la vertèbre. C'est un classique chez les gamins, tu vois, parce ils font pleine croissance. Et des fois, il manque un peu de calcium. Des fois, c'est typique. Puis ça bouge dans tous les sens. Mais bon, faut maintenir un exercice, puis éviter d'arrondir trop le dos. On se tient droit, comme ils disent, hein, en médecine du travail. Hein. Tenez-vous droit, évitez de porter lourd dos rond, alors que les esthéticiens disent non, on porte lourd dos rond, on s'habitue. T'évites de porter lourd dos rond trop souvent. Tu peux aller ramasser un mégot par terre. Hein. Un mec qui jette un mégot, tu n'as pas d'argent, tu vas le chercher, tu t'arrondis le dos, tu vas le fumer, quoi. Mais bon, si tu passes ta journée dos rond à ramasser des patates, tu vas finir bien vite handicapé. Hein. Tu vois. Pareil, si tu t'amuses à faire du soulevé de terre dos rond, il rachis son père arrondi, tu risques d'avoir de graves problèmes. Alors évidemment, ça dépend du poids et ça dépend de la qualité de ton disque, hein, mais globalement, tu augmentes sacrément les risques, tu vois. Donc, quoi que disent les esthéticiens, il n'y a qu'eux qui disent que ce n'est pas dangereux. Dans le monde entier, tout le monde dit que c'est dangereux. Comme je te disais, les enseignements en médecine t'expliquent comment surviennent les hernies. C'est l'arrondissement du dos. Tu vois, alors, c'est pas la cause principale, c'est pas la cause forcément de la dégradation du disque, mais en tout cas, l'arrondissement est la cause de la hernie au niveau signe. Tu vois, c'est parce que tu arrondis le dos que sur un disque déjà lésé et abîmé pour moult raisons, tu vas avoir un déplacement, une pression antéro-postérieure sur le disque et un déplacement, un déplacement qui va du noyau pulpeux incompressible qui va aller abîmer les éléments fibreux, souvent qui va gicler par le dessus ou le dessous de la vertèbre en passant par la plaque terminale. Donc ça pose des problèmes et c'est l'arrondissement qui va être le facteur aggravant. Donc, ça, quand un zététicien te dit non, non, il faut faire la progressivité, la progressivité, on l'a partout, c'est la base du sport, la progressivité. Ça marche aussi sur le porté-dos rond, sauf que sur le porté-dos rond, à un certain moment, tu n'as pas de sécurité et ta progressivité, elle va être confrontée à la résistance des matériaux, c'est-à-dire la résistance du disque, tu vois, et des éléments du disque par rapport à la pression antéro-postérieure donnée par l'arrondissement avec charge. Donc eux, c'est des donc effectivement, tout se renforce plus ou moins,
plus ou moins, hein, bien sûr, hein, jusqu'au moment où ça se renforce plus et ça pète. Tu vois. Alors, des trucs qui ne vont pas péter comme ça, hein, c'est sûr que tu peux, par exemple, mettre à la presse presque une tonne, si tu n'as pas un récurvatum de genoux, l'empilement de tes membres va faire que tu es capable de tenir une tonne quasiment et de fléchir les jambes et presque, c'est pas une tonne que tu as réellement, mais d'être capable de faire des mouvements avec des poids énormes dans certaines conditions, mais arrondir le dos avec une tonne, par exemple, tu es mort. Tu vois. Donc ça, il faut que les mecs comprennent. Ils n'ont pas compris. Et ce qui est triste, c'est que c'est relayé par des chaînes qui sont financées par l'État, comme la chaîne de Thomas Durand, qui dit qu'il préfère ce que dit Jake Fit à ce que je dis, moi, parce que lui a une méthode. Donc lui, il a une méthode pour blesser gravement des gens. Mais comme il a une méthode, et moi je n'en ai pas, paraît-il, donc il préfère faire la promotion de gens qui blessent les gens avec une méthode. On est en France. Je veux dire, tu ne trouves pas un médecin, un orthopédiste ou un traumatologiste, tu vois, qui te dira qu'arrondir le dos avec charge, c'est bien. J'ai jamais entendu de ma vie. Il y a 3 zététiciens qui le disent. Tu vois. Voilà. Mais normalement, c'est très grave. Hein. Normalement, c'est hyper grave. Normalement, c'est même pas à moi d'attaquer. Normalement, c'est à l'État d'attaquer. Tu vois, c'est à la médecine du travail d'attaquer. Et il faut lui couper les fonds direct. Parce que c'est hyper grave. Comme je t'ai dit, c'est comme si tu avais un mec, un champion automobile qui a pignon sur rue, qui fait des cours de conduite en ligne et qui dit maintenant, c'est mieux d'apprendre à conduire les yeux bandés. Ça vous permet de travailler votre sensation sonore. Donc, toutes les semaines, conduisez les yeux bandés pendant au moins 1 heure. On est au même niveau de folie. Hein. Ces mecs-là sont des… Non, mais moi, ça me touche. Hein, parce que les gens ne se rendent pas compte. C'est des gens qui blessent des gens qui sont payés par l'État. Ce n'est pas un petit truc. Hein. Ce n'est pas une guerre d'ego de youtubeurs. Pour le moment, j'ai des mecs, tu as vu mon YouTube, j'ai des mecs, j'en ai 3 ou 4 hein, qui m'ont envoyé, mais 3 ou 4, c'est la partie émergée de l'iceberg, qui m'ont envoyé qui m'ont envoyé le texte en disant je me suis blessé en faisant leur connerie. Tu vois. Ouais. Et alors, tu parles beaucoup de zététicienne, donc est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne le savent pas ce qu'est la zététique, s'il te plaît? Bon, la zététique, alors j'en parle parce que c'est d'actualité actuellement, même Idriss Albert Khan en parle. Idriss Albert Khan. Non, c'est Idriss Albert Khan. C'est drôle, mais bon. Et il en parle aussi actuellement. Moi, je ne savais pas, ça s'appelle les fact-checkers. Alors, c'est censé être une science. C'est l'art du doute. C'est parti des scientifiques. C'est l'art du doute et de la critique. C'est-à-dire, c'est une façon de penser qui est faite pour douter de tout et tout critiquer pour essayer de trouver l'erreur dans tout ce qui est et pour développer l'esprit critique chez les gens. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'on est en France, on va développer avant tout l'esprit critique et le doute au lieu de développer un savoir réel, une connaissance pour créer. Donc, le mec, avant de créer, avant d'inventer, avant d'être formé par un ingénieur, avant d'être formé, je ne sais pas, un biologiste, on va lui apprendre à douter de tout. Je dis non, les mecs. Ça… Et ce mec arrive à vendre ses cours dans les facs. C'est-à-dire que nous payons avec nos impôts des cours de doute et de critique. Mais alors, c'est devenu maintenant des cours maintenant, c'est devenu des cours. C'est devenu un système de diffamation où les mecs diffament. Alors, ils critiquent et ils diffament et ils sont devenus des fact-checkers, je pense, c'est ça. Hein. Et je ne connaissais pas ce terme, j'ai appris avec Idriss aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des gens qui recherchent les fake news, c'est-à-dire grâce à leurs doutes et à leurs critiques, ils recherchent les fake news, c'est-à-dire les fausses informations. Alors, ils arrivent à tirer de l'argent à l'État, l'État leur en donne, parce qu'évidemment, les attaques complotistes contre l'État sont souvent fausses, parfois vraies, mais qu'elles soient fausses ou vraies, elles nuisent à l'État. Tu vois ? Ah oui, un État peut faire des erreurs, mais il peut subir aussi des attaques permanentes de mecs qui dénoncent des trucs faux. Dans tous les cas, que ce soit vrai ou que ce soit faux, techniquement, ça nuit à l'État. Donc l'État va bien sûr plus facilement financer des mecs qui essayent de dénoncer les fake news et surtout les fake news attaquant la politique de l'État. Tu vois. Donc,
ils sont des fact-checkers et en étant fact-checkers, ils arrivent à se faire plus ou moins financer par l'État, tu vois. Et certains même, alors c'est pas Thomas Durand, hein, mais certains même créent des organismes de presse, tu vois, qui vont à la pêche aux fake news. Et en général, ils sont orientés directement maintenant par des mecs qui sont peut-être de l'État ou en tout cas affiliés secrètement pour pouvoir attaquer les mecs qui mettent en cause l'État. Alors, on était dans une période d'épidémie dans les vaccins. Alors, les vaccins, moi, je n'ai pas assez de recul. C'est intéressant, ça a dû marcher comme c'est de la médecine expérimentale et de terrain, la médecine entre guillemets de guerre. Hein. Évidemment, des fois, les résultats sont positifs et des fois, les résultats sont peut-être négatifs et peut-être plus dangereux que la maladie elle-même, surtout quand le virus perd de son intensité. Tu vois. Donc, il y avait des mecs qui dénonçaient ça, alors à tort ou à raison, et eux n'attaquaient évidemment que les mecs qui dénonçaient l'État et pas les possibles erreurs de l'État, parce que l'État, toute chose, fait des erreurs. La nature, le monde avance. Donc, ils sont payés pour attaquer. Et puis, le problème, c'est quand ils n'ont plus rien à attaquer, ben, ils attaquent des mecs comme moi. Parce que je suis classifié extrême droite, raciste, sexiste. Là, tu parles de gens comme Thomas Durand qui t'attaquent. Voilà. Alors, j'avais… Une période où ils n'ont plus rien attaqué, donc pour valider, leur chaîne et continuer à avoir des vues, parce qu'on a un énorme problème sur YouTube, c'est que les mecs, ils vivent aussi avec les vues, tu vois, et puis les pubs qu'ils peuvent faire, donc plus ils ont de vues, et si ça baisse, bah, ils disparaissent, et donc les mecs sont toujours obligés de faire des vues, donc ils attaquent tout et n'importe quoi, et là, ils se sont trompés, comme ils avaient Jake Onfit qui était sûrement, je sais pas, plus ou moins amoureux, il y a un problème sexuel là-dedans, c'est pas possible, tu vois, le mec, il m'a harcelé pendant 2 ans sans que je réponde, il y a un truc, ça fait harcèlement sexuel à ce niveau-là, tu vois, où il y a un désir mimétique, où il y a un désir sexuel derrière, mais en tout cas, il y a un truc qui est pas net. Donc, comme il l'avait pris sous sa coupe, il s'est dit, bon, ben, je vais attaquer de Delavier, puis il est rentré dans un… Et le problème, c'est qu'il est rentré dans la muscu comme Napoléon ou Hitler sont rentrés en Russie, c'est-à-dire un terrain inconnu et un terrain où vous n'allez pas gagner, et où ils ont Attends, perdu. je me permets de te couper parce que je voulais justement te parler de Thomas Durand. Alors, tu as commencé à en parler, mais je vais te poser ma question rapidement et tu pourras continuer. Alors, j'avais prévu de te demander, je n'ai pas vraiment suivi l'histoire et loin de moi l'idée de m'en mêler, mais peux-tu nous en dire davantage sur ce qui t'oppose à Thomas Durand de la chaîne YouTube La Tronche en Biais? Thomas Durand qui, je le rappelle, est un monsieur très cultivé, très intelligent et d'une politesse sans faille, notamment en se permettant d'insulter de con ce qu'il qualifie lui-même d'antivax, et en se permettant aussi de traiter de complotiste quiconque n'est pas en phase avec sa bien-pensance. Donc, que peux-tu nous dire sur ce qui t'oppose à ce charmant personnage à la tolérance très limitée? Bah, ce qui m'oppose à ce personnage, c'est que je ne le connaissais pas. Et je l'ai vu, je regarde, alors je le connaissais par une émission qu'il avait faite. Alors, il y avait une émission d'Arte que j'avais vue, mais il ne me reste pas grand-chose, où, je ne sais pas, il parlait des fake news, mais d'une façon encore honnête. Et je l'ai vu, donc des informations fausses, mais c'était intéressant. Et un jour, il est passé avec Jake Unfit. Il a invité Jake Unfit pour parler de la musculation. Et là, les mecs m'ont attaqué sur la musculation en racontant mais des conneries, mais des trucs, mais des conneries, tu ne peux pas t'imaginer. Alors, ils ont attaqué ma philo. Alors, direct, le mec a dit c'est de la philo de caniveau. Donc, déjà, quand tu parles de quelqu'un, t'insultes pas comme ça. Tu dis, moi, j'apprécie pas, moi, je peux ne pas être d'accord. Ensuite, il a attaqué ma philo. Alors, d'abord, c'est pas de la philo, hein, c'est de la philo, mais dans le sens philosophie naturelle classique, c'est-à-dire c'est de la science. C'est de la science, on prend la science et on analyse et on en tire des conclusions qui peuvent paraître philosophiques, mais qui sont à la base scientifiques, tu vois. Et il a commencé je parlais des poils des vieux, et j'ai dit que c'était un signe d'accélération, de reconnaissance sociale. Alors, principalement chez les primates, mais ailleurs aussi, hein, puisque les jeunes
en général, sont plus… Alors, je n'avais pas mis de ça, mais j'avais expliqué pourquoi, parce qu'on a fait des études dessus. Les jeunes, en général, d'après les études sur les primates, regardent plus souvent les adultes que les autres, que les petits de leur âge, quand ils sont en attention. Bah parce que normalement, tu as plus à apprendre d'un adulte qu'un petit. Donc, il y a une espèce de programmation. S'ils regardaient avec les petits, bah, ils finiraient par jouer. Donc, ils font des interactions sociales, mais ils ne s'enrichiraient pas de comportements salvateurs qui leur permettraient de survivre. Tu vois, il faudrait que du jeu socialisant. Et donc, ils sont aperçus de ça. Et il y a des reconnaissances pour les vieux, c'est-à-dire qu'ils ont des poils blancs, particulièrement, ce qui permet de reconnaître, ils sont plus grands et ils ont des poils blancs, ce qui permet de reconnaître l'individu d'un certain âge, ce qui est un avantage dans les relations. Tu vois, tu vas pas avoir les mêmes relations avec un vieux qu'avec un jeune, que ce soit sexuel ou d'apprentissage. Hein, tu vois, c'est ça. Et je disais que c'est un accélérateur de reconnaissance sociale. Et il s'était foutu de ma gueule en disant n'importe quoi. D'abord, en lisant mon texte d'une façon ridicule, tu vois, pour me faire passer pour un con. Déjà, c'est pas bon, c'est pas correct. Tu dis de façon neutre. Et il est venu à expliquer, dans ce cas-là, pour paraître intelligent, il n'y aurait qu'à se teindre les cheveux. Et là, tu te dis, le mec, on parle d'évolution. Hein. On parle d'évolution chez les primates. Donc, c'est des trucs qui datent de plusieurs millions d'années. C'est des adaptations très vieilles, hein, reconnaissance sociale, qui accélèrent les relations du groupe, donc qui accélèrent la survie des individus et la cohésion du groupe. Et le mec, il parle de teinture. De teinture. On n'est pas chez le coiffeur. Au pire, les mecs, ils blanchissaient les cheveux avec de la pisse de vache avant. Mais c'est très vieux, quoi. C'est de l'ammoniac. Mais le mec est fou. Et c'est scientifique. Et il se fout de ma gueule comme ça et tout le monde rigole. Mais oui, mais sauf que tu te fous de ma gueule et tu emploies des termes scientifiques pour raconter des conneries. Tu comprends? Et ce que tu prends pour de la bêtise pour moi, parce que je parle avec des termes simples, c'est parce que moi, je traduis dans le monde entier. Donc, et je parle à des gens qui n'ont pas forcément de culture scientifique, mais qui ne sont pas bêtes. Donc, je vais, si possible, enlever tous les termes techniques et scientifiques, non pas parce que les gens sont bêtes, mais pour qu'ils comprennent et pour accélérer justement la compréhension. Donc, lui, il me prend pour un con, alors que c'est un gros con. Tu vois? Parce que rien que dire ça, je veux dire ça passe pas. Le mec est scientifique, le mec, il a étudié quoi? Les peupliers transgéniques, il a eu un doctorat en botanique, mais en évolution, il a zéro niveau. Je veux dire, sortir une histoire de coiffeur, quand on parle de l'évolution des primates, on n'est pas chez le coiffeur, quoi. On n'est pas chez le friseur. Il est fou. Donc, déjà, pour faire une métaphore, peut-être? Quoi? C'était pour faire une métaphore, peut-être? Non, ce n'est même pas une métaphore. Je crois qu'il a cru faire de l'humour et il a emmêlé les périodes évolutives. C'est-à-dire qu'il a cru que je parlais des reconnaissances sociales modernes, alors que je parle de reconnaissance sociale au niveau des primates en général, qui se poursuivent, puisque mes textes expliquent l'évolution humaine en fonction de notre passé, tu vois. Donc, j'ai un très haut niveau, moi, comme je dis tout le temps, je devrais avoir un prix Nobel. Et là, les mecs, ça les énerve, parce qu'ils disent non. J'allais te poser la question, justement. Je dois avoir un prix Nobel. Et quand les mecs disent mais non, parce que c'est pas parce que je suis prétentieux, c'est parce que je reconnais la valeur des prix Nobel. Je connais la valeur d'une recherche, je connais la valeur d'une découverte, et je peux te dire que je mérite le prix Nobel. Et évidemment, je ne suis pas d'un monde scientifique, mais je le mérite pour mes découvertes sur la naissance des notions de temps et sur ce qui a engagé justement le développement du cerveau. J'en parle dans mon livre, c'est vraiment une énorme découverte, on va dire, anthropologique, mais technique. Hein. Et quand je dis que je connais la valeur des prix Nobel, c'est-à-dire que 4 ou 5 ans avant, j'ai expliqué que Svante Pabo allait avoir le prix Nobel. Je l'ai mis en vidéo. Hein. Et les mecs, personne ne te dit que Svante Pabo va avoir le prix Nobel de médecine, puisque ce n'est pas un médecin, c'est un paléontologue. Il n'y a jamais eu de paléontologue qui a eu un prix de médecine. Même Leakey, il ne l'a jamais eu. Pourtant, il est bon. Hein. Mais lui, ce qu'il avait fait, ça a changé totalement l'orientation des recherches scientifiques en faisant de la paléoanthropologie, en prenant des séquenceurs, tu vois, génétiques, pour analyser. Alors, c'est parce que les outils étaient là, bien sûr, qu'il a pu le faire, mais c'était le premier à le faire. Et il a permis de comprendre l'évolution de notre lignée humaine, nos métissages, tu vois, et notre évolution par rapport à tout, et l'évolution de toutes les espèces par rapport à l'analyse de matériel génétique qu'on arrivait à récupérer et à nettoyer et à enlever et à virer tout le matériel qui pouvait le polluer, parce qu'il y a plein de matériel génétique qui s'agrègent sur le matériel. Il fallait chercher dans des endroits bien particuliers où il est encore propre, où il n'est pas pollué. Donc, on peut encore le rechercher. Hein.
fond de l'os, tout ça. Et il a réussi à faire, et moi, à découvrir qu'on était métis à Néandertal, tu vois, à Denisova, après. Alors, il l'avait commencé avant sur les pharaons, sur les études pour savoir d'où ils viennent. Alors, maintenant, on a de plus en plus de données qui arrivent, puisqu'il y a de plus en plus de séquenceurs et de mecs qui font ça. Mais c'est pour avoir fait ça, j'ai dit, il va avoir le prix Nobel, et il le mérite. Et il l'a eu. Je veux dire, c'est pas de la coïncidence, parce que tu n'as pas de mecs qui ont dit qu'il y avait le prix Nobel, à part moi. Tu en vois des mecs qui ont dit, ils n'ont pas beau, il va avoir un prix Nobel. J'ai dit 4 ans avant. 4 ou 5. C'est fort. Mais il faut dire que la découverte était fabuleuse. Et moi, ce que j'ai découvert, normalement, j'ai le prix Nobel. Mais qu'est-ce que tu veux? Prétentieux? Mais non. Je te prouve que je suis capable de voir la valeur des choses. Et j'ai assez de recul pour comprendre que moi aussi, j'ai de la valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis prétentieux, c'est parce que j'arrive à m'analyser sérieusement. Sérieusement, je peux avoir le prix Nobel. Par contre, tu me demandes d'être un grand traducteur? Non. De parler des langues? Non. Mathématicien? Non, j'arrive pas. Je comprends les principes, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Donc voilà. Donc c'est toujours très intéressant de comprendre ça. Dire, oui, je le mérite. Donc après, on en revient à Thomas Durand et à sa bande. Le gros problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont passé une vidéo où ils se foutaient de ma gueule à l'entraînement. Alors moi, je laisse Thomas Durand m'insulter sur la philo ou l'évolution. On laisse parce que ce n'est pas le thème. Mais là où ils ont déconné complètement les mecs, c'est quand ils ont commencé à dire que, ils ont menti sur moi, je disais que c'était la morphologie qui était le principal facteur de réussite en compétition avec les performances. Je n'ai jamais dit ça. Je fais des livres de biomécanique et j'explique l'importance de la morphologie dans les performances. Mais je ne dis pas que c'est la principale cause. C'est multifactoriel, ça rentre énormément, la morphologie, mais aussi la génétique, la récupération, il y a énormément de choses, il y a l'éducation, c'est un ensemble. Je n'ai jamais, donc déjà, c'est mentir sur ce que j'ai dit. Je suis resté en disant la morphologie a une influence sur les performances, énormément. Alors, il y a des sports où elle peut en avoir moins, pour jeter les fléchettes, la morphologie, ça joue, mais peut-être moins que, en tout cas la morphologie du système squelettique, peut-être moins que la capacité de concentration, la capacité de faire des réseaux neuromoteurs, et la capacité de ne pas bouger, d'être stable sans avoir de mouvement parasite, c'est tout un ensemble, tu vois. Mais en tout cas, pour certaines pratiques sportives, oui, la morphologie a une importance, mais je n'ai jamais dit que c'était le facteur prépondérant. C'est un des facteurs prépondérants, mais ce n'est pas le meilleur. Donc déjà, ils ont menti. Et ensuite, sur sa vidéo, ils ont dit encore une vidéo qui faisait tomber, paraît-il, les gens. Et ils ont dit, Delavier dit que, ils sont foutus de ma gueule, en disant Delavier dit que la morphologie n'a aucune influence, la morphologie a une influence dans la survenue des blessures en musculation. Et là, ils sont foutus de ma gueule en disant il n'y a aucune recherche scientifique dans PubMed d'ailleurs qui prouve que la morphologie a une influence sur les blessures. Et alors là, c'est comme si tu disais les voitures, il n'y a aucune preuve que les voitures ont des roues. Tu vois? J'ai dit mais non, mais les mecs, dans la vie de tous les jours déjà, la morphologie a une grosse influence sur les pathologies du système locomoteur. Tu vois, un genou valgum va s'user plus vite et tu vas avoir des pathologies internes, souvent un surpoids ou une morphologie, tu vois, sur le genou. Alors t'imagines quand tu fais du sport, ce que ça va faire. Le syndrome d'accrochement de l'épaule, tu sais, c'est quand tu as l'omoplate tu as l'acromion ici qui est un peu couvrant, il y a des formes d'acromion, tu vas frotter et tu vas faire des lésions de ton système musculo-tendineux, des tendons qui sont là, soit le biceps, le tendon du biceps qui passe dans la gouttière bicipitale, soit l'arrière, l'infraépineux ou le supraépineux, c'est variable, ça dépend des gens. D'ailleurs, tu as des petites bourses séreuses qui sont des plantes qui sont là comme plan de glissement pour éviter les frottements, parce que on le sait, on ne grimpe plus aux arbres, on n'a plus à lever les bras en haut, on lance latéralement. Donc, on a maintenant des pathologies. Quand on lève les bras trop souvent, des choses comme ça peut arriver, et moins quand on lance latéralement, puisqu'on était plus fait pour lancer que pour grimper un certain temps. Donc, il y a même bourses séreuses qui prouvent que ça use, ça frotte. Et puis, si tu continues à frotter, si tu vis plus longtemps, tu peux l'avoir. Puis, si tu fais plein de muscles, tu vas t'abîmer. Donc, oui, la morphologie a une influence. Si tu manques d'espace, tu vas te frotter là. La position des cavités cotyloïdes peut varier d'un individu à l'autre. Ici, tu vois là, elle peut être plus ou moins couvrante. Donc, ça va te générer des frottements ou pas.
Moi, je sais que la mienne est très couvrante vers l'arrière, donc dès que j'écarte les jambes, j'ai mal. Hein. Et par contre, vers l'avant, je peux l'amener en avant. Donc, du coup, elle sort un peu des fois en avant. Et par contre, je suis très stable au squat et à la course, mais si je commence à ouvrir les jambes, ça fait cloc. Merde. Mais au squat sous les terres, pas de problème. Donc, et tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a qui ont les cavités cotyloïdes vers l'avant, d'autres vers le côté. Tout ça varie d'un individu à l'autre. Et ça fait des pathologies différentes. Donc, il y a des milliers de pages là-dessus. Et les mecs, sur la vidéo de Thomas Durand, on dit de la vie se trompe, il n'y a aucune recherche scientifique sur le domaine. Alors qu'il n'y a que des recherches scientifiques sur le domaine. Non. Les pathologies en sport, bon, c'est-à-dire qu'on pousse la machine à fond, ben, elles ont aussi comme cause ben, les variations morphologiques. Hein. On ne va pas s'arracher un pec si on a les bras courts et une grosse cage thoracique. Ça va être très dur de porter le pec en hyper étirement, hein, comme ça va être beaucoup plus facile si tu as des grands bras, une petite cage. Tu vas arracher tout de suite ton pec puisque tu vas descendre latéralement. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, style la raideur des tendons, la capacité la souplesse du muscle, et surtout des appareils, des tissus de maintien et des tissus de récupération d'énergie qui sont les tendons et les fascias. Hein, et puis même dans les muscles, hein, de tous ces systèmes de collagène, et il y a beaucoup de comment s'appelle de molécules qui rentrent en compte. Hein. C'est pas les mêmes que dans les parties contractibles. Mais c'est celles qui maintiennent, celles qui accumulent l'énergie cinétique, et il y a celles qui font la contraction musculaire. Donc il y en a qui sont très souples. Hein. C'est sûr que si tu es très souple, tu pourras étirer ton bras un maximum et tu ne le déchireras pas. Par contre, tu auras beaucoup moins de force pour revenir. Tu comprends? Parce que tu auras accumulé moins d'énergie cinétique dans un élastique, en fin de compte, moins tendu. Tu vois, c'est le problème. Donc, en fonction de tes tendons plus ou moins raides, tu vas être plus ou moins performant, tu vas plus ou moins te blesser aussi. Donc, ce sont des connards, mais vraiment des connards de dire ça, qui vont à l'encontre de la science et qui se disent zététiciens. Et qui sont venus, et il a fait une vidéo après, il a parlé de ça, et il a mis que j'avais été débunké par Jack and Fit. Alors, je suis débunké aussi sur le dos rond. Et il paraît que Jack and Fit connaît mieux qu'on peut faire dos rond maintenant. Alors, moi, je dis, mais non, c'est dos droit quand tu es lourd. Arrondir le dos, c'est très dangereux. On ne dit pas qu'on ne l'arrondit pas. On dit qu'avec des charges lourdes, en soulevé de terre et en squat, quand tu arrondis le dos, bah, tu risques d'avoir une blessure avec des charges lourdes, hein, et puis même légères pour certaines personnes. Donc, ce sont des qui disent des conneries. Et cet apprenti de Thomas Durand est allé dire que j'avais été débunké là-dessus par Jack and Fit. Et puis, il a fait plusieurs posts sur Facebook. C'est un mec que je ne connaissais pas, hein, en disant que j'étais comme le cordonnier de Pline. Je m'occupais de tout, je parlais de tout sans connaître. Alors, bien sûr, je signale quand même que lui, c'est se foutre de la gueule du monde, parce que lui, il est spécialiste des peupliers transgéniques. Hein. Et il vient nous parler des pyramides et de musculation, tu vois, et puis des miracles. Et puis, il parle de tout, pourvu que ça. Lui, il parle de tout. Moi, je m'en fous, hein, mais qu'il n'accuse pas les autres de ce qu'il est, si tu veux. C'est de l'inversion accusatoire. Tu vois. Et il est allé jusqu'à faire de l'inversion accusatoire en m'accusant dans une de ses vidéos, comme quoi mes techniques blessaient. Il avait des sérieux doutes et maintenant des soupçons que mes techniques, que mes conseils blessent les gens. Tu vois. Et c'est très grave parce que mon travail est justement un travail de mise en garde contre les blessures et pas un travail qui dit fais comme ça. Je dis faites attention en fonction des morphologies. Je suis le seul à l'avoir fait au début, le premier, maintenant tout le monde le fait, mais je suis celui qui a lancé cette façon de voir. C'est pour ça que mes livres se sont vendus par millions, parce que justement, j'ai empêché des millions de blessures. Donc, quand tu as un Français payé par l'État qui vient dire que c'est toi qui blesses, c'est de l'inversion accusatoire. Alors, c'est lui qui blesse les gens en faisant la promotion de techniques à risque qui sont contredites par la médecine du travail, contredites par l'enseignement de la médecine en traumatologie et en orthopédie, tu vois, et puis contredites par les lois mécaniques. Hein, alors, prouver que le dos rond, ce n'est pas dangereux, j'ai dit, mais si tu appliques des lois mécaniques, si tu connais les règles de mécanique qu'on apprend, de biomécanique, mais c'est la même chose qu'on apprend en mécanique, on apprend quand on est un ingénieur première année ou un architecte première année, tu comprends qu'arrondir le dos, ça va être en pression, une pression en terrain, des éléments, puisque ce sont des éléments compressibles, on connaît les qualités des éléments du disque ou
du noyau pulpeux et les qualités de la vertèbre. Donc, on sait comment ça se comporte. Donc, on peut prédire 100% qu'il va y avoir de graves problèmes. Tu vois, c'est de la mécanique de base. Donc, les mecs viennent t'expliquer qu'il faut des preuves. Je dis, mais c'est de la mécanique de base. La preuve, source, tu ouvres un livre de mécanique. Source, tu ouvres un livre de mécanique. Discours, tu sais que, alors moi, j'ai discuté avec des podologues, posturologues, avec des ostéopathes, avec des éthiopathes, avec des chiropracteurs, avec des kinés, avec des mecs qui voient des sportifs à longueur de journée. Tout le monde a le même discours que le tien. Je n'ai Oui. jamais entendu un autre discours que le tien. Non, J'ai même discuté avec un médecin du sport qui est aussi ostéopathe. Il a le même discours que toi. Tu as 3 zététiciens qui sont là, ils sont promus par l'État, ils ne veulent pas revenir en arrière, ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils ne se trompent pas tout le temps, Thomas Durand. Hein. Mais comme là, ils se sont trompés, mais c'est tellement gros qu'ils n'osent même pas dire qu'ils se sont trompés sur là-dessus. C'est comme si les mecs, d'un seul coup, ils étaient rentrés je sais pas moi, en géologie ou en astronomie, et puis d'un seul coup, ils te sortent la théorie de la Terre plate en disant que c'est vrai. Et comment ils reviennent en arrière? Il dit, mais c'est-à-dire qu'ils perdent toute crédibilité, les mecs. Et avec moi, ils ont perdu toute crédibilité. Donc, ils m'ont attaqué sur ma grossièreté. Oui, je suis grossier. Oui, c'est des parce que c'est des parce qu'ils blessent les gens. Donc, il a passé la vidéo en disant que c'est un. Vous êtes dangereux, vous blessez les gens. Et j'expliquais. Et à chaque fois que j'ai une explication technique, c'était passé très vite sur sa vidéo. Et à chaque fois que j'étais un gros, tu blesses les gens, parce qu'on ne peut pas lui dire que c'est bien ce qu'il fait. Hein, il fait la promotion en disant Jack and Fit a raison, Delavier a tort, parce que Delavier n'a pas de méthode, donc il faut s'en méfier, Jack and Fit non. C'est-à-dire qu'il fait la promotion des gens qui blessent les gens avec des techniques à risque. Je suis désolé, ce sont des techniques à risque. Alors maintenant, leur discours a changé, on parle du Jefferson curl et plus du squat lourd, du soulevé de terre lourd. Mais non, au début, il parlait du soulevé de terre lourd. Oui, j'allais t'en parler, j'allais te dire pourquoi au début, ça le parlait Jefferson de… curl, qui est un mouvement d'assistance où on fait dos rond pour étirer les muscles, les petits muscles et les petits ligaments du dos quand ils sont. Des fois, il y a des contractures, ça peut faire des lumbago, c'est très douloureux, il n'y a pas forcément de hernie. Donc, tu fais un travail d'étirement un peu plus lourd. Puis il y a certains mecs qui vont travailler très lourd parce qu'ils ont. En général, c'est quand même dangereux. Moi, je peux faire du Jefferson curl à 150, il n'y a pas de problème. Mais parce que moi, c'est moi. Mais la plupart des gens, même très bons, ils ne peuvent pas. Tu vois. Et donc, c'est un mouvement d'assistance. Je n'ai jamais parlé de mouvement d'assistance, moi. Lui, il a dit non, il n'y a pas de blocage, on peut arrondir le dos au squat, au soulevé de terre. Ça, c'est le discours du début qu'il a éliminé pour revenir sur Jefferson curl et sexiste et homophobe. Comme je dis toujours, je ne suis pas sexiste du tout, parce que je considère qu'il y a les mêmes droits pour les femmes et les hommes. Et si une femme veut rester à la cuisine et faire le ménage et s'occuper de sa famille, elle le fait si elle a envie. Et si elle veut être une executive woman et aller bosser, il n'y a pas de problème qu'elle le fasse. Tu comprends ? Sexiste, pourquoi tu as dit quoi sur les femmes? Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais rien dit sur les femmes. J'explique que les femmes et que les hommes sont différents dans leur façon de penser. C'est normal. Ce sont des hommes et des femmes et dans leur morphologie. C'est normal, c'est des hommes et des femmes. Je veux dire, il n'y a que des débiles qui vont dire le cerveau d'une femme, c'est le même que le cerveau d'un homme. Non, il a les mêmes fonctions, mais il y a des différences qui sont liées à la base au fait qu'on est une espèce sexuée avec chacun des fonctions différentes, puisque on a été sélectionné pour avoir un partage des tâches. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Et en plus, ça varie, en plus, au sud, au nord, encore des variations dans les comportements, mais ça touche aussi le cerveau. Le cerveau, c'est un organe très malléable qui peut se modifier selon la culture où tu arrives, tu vois, puisque tu vas faire des connexions, mais il y a quand même une base génétique qui est là, hein, et qui fait que ton cerveau va être plus ou moins adapté, plus ou moins sensible à certaines choses en fonction que tu sois homme ou femme. Je dirais même en fonction que tu sois africain ou européen chinois, ou chinois ou africain. Il y a des variations, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a une supériorité, si tu veux. Tu comprends ? Donc déjà, là, ils m'ont attaqué sur sexiste. Non, sexiste, il faudrait que j'accorde une valeur inférieure à la femme. Je dis non, les femmes doivent vivre sous les mêmes règles. Alors, c'est ce qu'elles font, hein, c'est ce qu'ils ont. Hein.
et qu'il n'y ait pas, par exemple, 75% des femmes qui, dans les divorces, les enfants aillent aux hommes, hein, aillent aux femmes. Tu vois, il faudrait qu'il y ait une espèce aussi d'égalité à tout niveau, tu vois. Euh, c'est ça aussi, hein. Et puis, ils ont dit que j'étais homophobe, alors que j'en ai absolument rien à foutre. Si les mecs ont envie d'aller ensemble, qu'ils aillent ensemble, ça ne me gêne pas. Si les femmes ont envie d'aller ensemble, qu'elles aillent ensemble, ça ne me gêne pas. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Voilà. Mais, si tu veux, c'est vrai que le fait de voir des homosexuels exubérants dans toutes les séries Netflix, d'abord, ça ne correspond pas à la réalité. Ça ne correspond pas à la réalité de l'homosexualité des homosexuels que je fréquente, hein. Tous les homosexuels ne sont pas des folles exubérantes, hein. Non, il y a de tout. Il y a des folles exubérantes, mais il y a aussi des mecs parfaitement normaux, virils, qui font de la muscu et qui n'ont d'homosexualité, pas l'exubérance qu'on voit ridicule des fois dans Netflix, mais qui n'ont d'homosexualité que leur attirance sexuelle. C'est tout. Tu vois. Donc, moi, non, il y a une homosexualité excessivement montrée partout que je trouve ridicule, mais qui n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas les homosexuels. C'est le fait de mettre ça comme un étendard. Tu vois, ouais, je suis la fierté homosexuelle. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Je veux dire, je suis la fierté hétéro. Je dis, mais les gens font ce qu'ils veulent. Va t'amuser, va dans ton coin. Alors, c'est souvent même pas de la faute des homosexuels. C'est une espèce de mode qui est venue comme ça, de vouloir montrer tout ce qui était différent. Tu vois. Qui n'a rien à voir avec homosexuel ou pas. Mes potes, Ouais, c'est sûr. j'ai des copains homosexuels. D'abord, il y en a un, c'était un zététicien qui croyait que j'étais homophobe. Et il m'envoie des photos, il m'envoie pas des photos, il m'envoie, ouais, t'es homophobe. Je dis, mais ça va pas, si, toi, je dis, mais attends, t'es gentil, mais je suis pas homophobe. Puis on a commencé à discuter. Puis il était très sympa, en fin de compte, on a rigolé. Jusqu'au moment où il m'envoie des photos de sa bite. J'étais gentil, mais je ne suis pas homosexuel. Ceci dit, le mec est très sympa. C'est pas ça qui va me choquer. Tu vois. Je m'en fous des bites, j'en ai vu tous les jours. Mais si tu veux, j'ai rien contre. Mais c'est l'exubérance qui me gêne. Présenter ça comme une qualité, c'est ni un défaut ni une qualité. J'ai expliqué que ça faisait partie de l'humanité. Ça fait partie même de façon positive, contrairement à ce que les gens pensent, hein, puisque ça rentre dans les systèmes dans les systèmes pour réguler l'agression entre les mâles aussi. Tu vois, le fait d'avoir quelques homosexuels et d'avoir le fait d'avoir cette augmentation du nombre potentiel d'homosexuels dans les enfants, dans les fratries mâles. Tu vois, plus tu as d'enfants mâles, plus les cadets risquent d'être ont la possibilité d'être homosexuels. C'est ni une qualité ni un risque, hein. Est un avantage évolutif puisque ça permet de désamorcer les conflits pour le territoire et les femmes entre les frères, entre les fratries, de créer des tensions internes au groupe qui peuvent disloquer le groupe. Et donc, on s'aperçoit que la biologie, comme les systèmes d'héritage, fonctionnent de la même façon pour essayer de calmer et de recycler les cadets. Tu vois, parce que si toutes les matrices doivent être fécondées, il y a quand même des mecs qui se retrouvent sur le carreau à pas féconder, mais c'est pas grave, leurs gènes sont dans le groupe. Mais pour le mec, c'est pas bien, tu vois. Alors on les met ou dans l'armée ou dans les ordres, tu vois, ou on les envoie tenter leur chance comme en Allemagne, dans la Grande Germanie, où ils se vendront pour leur qualité, on les a formés une charge. Et par exemple, s'ils sont bons, ben, ils épouseront la fille d'un patron, parce qu'eux sont méritocratiques, tu vois. Et nous, on les mettait nous en France, dans les ordres ou l'armée. Donc, vous avez moins de possibilités de faire des enfants, tu vois, des filles à soldats, ou les enfants de cœur, non, je rigole, ou la bonne, tu vois. Et donc, c'est pour calmer, c'est pour maintenir l'outil de production qui est fondamental et pour empêcher les dissensions dans le groupe pour le territoire et les femmes. Mais c'est des trucs qui sont extrêmement vieux, qui se sont mis en route comme ça. Alors ça, tu vois, ça c'est moi qui l'explique, hein, mais c'est d'après des recherches scientifiques qui ont été faites sur justement ces proportions d'homosexuels, mais j'ai rien, donc je suis ni homophobe, ni sexiste. Par contre, le soulevé de terre, c'est pas d'euro. Tu vois, voilà. Pour revenir à ça. Donc, ce sont des gens très malhonnêtes, nos zététiciens, payés par l'État, donc c'est encore très grave, donc j'apprécie pas. Voilà. Et là, ils sont en train de se faire quand même débunker par le système des fact-checkers. Là, on voit que c'est des organismes faits pour valider des informations, pour saillir des gens, ou éliminer des gens. Alors, des gens, des fois, qui disent des conneries, mais aussi des gens qui peuvent tout simplement être uniquement des opposants à l'État.
Mais après, on peut comprendre l'État de plus facilement donner des aides ou fournir des aides à des mecs qui vont attaquer les complotistes. Parce que le complot qui découvre, qui l'attaque sur des choses vraies ou qui diffame, dans tous les cas, le complotiste qui diffame en pensant que c'est vrai, est un problème pour le gouvernement. Et on ne peut pas en vouloir au gouvernement non plus. Tu vois, moi j'ai une vision très froide des choses. Moi, ce que je veux, c'est le bien des gens. C'est Voilà. sûr, c'est sûr. Et merci beaucoup. Et alors, je voulais te poser d'autres questions. Est-il vrai que les muscles longs et les muscles courts existent, et même les muscles ronds? Ben, il y a plein de formes de muscles. Bon, bah, déjà, au niveau morpho, chacun a des muscles courts, des muscles longs. Les muscles ont la longueur de leur fonction. C'est-à-dire qu'une base, c'est que le muscle a la taille, en général, du mouvement articulaire qu'il doit produire. Donc, en fonction de ses insertions euh, et du mouvement articulaire qu'il doit produire, bah, il va être plus ou moins long, plus ou moins court. C'est évident que si tu as. Je sais pas, merde, c'est cassé ça. Non, attends, je le remets. C'est évident que si tu as un bras. Attends, je vais le remettre là. Si j'arrive à le mettre. Bon. Voilà, là, tu as un numérus. Hein, as là. Merde, ça s'est cassé. Attends, je te prends l'autre bras. Parce que justement, lui, il est pété. Non, mais il est bien ce petit bras. J'en ai plusieurs. Si tu as un bras comme ça, tu vois, et que si le bras, par exemple, le mec n'arrive pas à faire une extension totale hein, du bras, c'est sûr que son biceps va être beaucoup plus court qu'un mec qui pourra aller jusqu'à l'arrière, puisque le mouvement à produire sera moins long. Donc, il aura moins de largeur de fibre. Puis, plus il est large, plus le muscle est puissant, et plus il est long, plus il fait un grand mouvement, tu vois, un grand mouvement articulaire, tu vois. Alors, après, tu as l'insertion qui joue. C'est évident que si l'insertion du biceps est très proche, ici, bah, le biceps va être court, tu vois. Et si l'insertion du biceps est très loin, là, bah, le biceps va être loin pour des segments de même taille, tu vois. Et pour un bras de même taille. Donc, il y a plein de trucs qui rentrent. C'est de la mécanique de base hein, que les diététiciens ne connaissent pas très peu. Donc, le muscle s'adapte à la longueur du mouvement qu'il doit faire. Et il y a un truc qui est un peu malheureux, c'est que malheureusement, ça peut le faire plus ou moins, mais en général, non. Le, le muscle, il ne va pas en s'allongeant, tu vois, c'est un peu gênant. Donc, plus tu vieillis et plus tu as des problèmes articulaires, plus ces problèmes articulaires entraînent une régression de la longueur du muscle et un remplacement fibreux. Donc, la partie charnue du muscle réduit en taille quand l'articulation a de l'arthrose. Ce qui pose un problème, c'est que même quand tu peux éventuellement soigner l'arthrose ou enlever la calcification, bah, tu te retrouves quand même avec un muscle qui s'est un peu rabougri. Donc, au mieux, tu vas étirer le tendon en bas et en haut, mais le muscle en lui-même ce sera un peu rétréci, ce qui est un peu gênant. Tu vois, donc c'est pour ça que les petits vieux, ils sont très, quand tu les découpes, ils sont très tendineux parce qu'ils ont perdu de l'amplitude dans leurs mouvements. Ils ont des petits mouvements, les vieux. Tu vois. Ils sont calcifiés de partout, donc ils ont aussi une régression musculaire. Donc oui, les muscles, ils changent. Et le muscle, ce qu'il faut savoir pour un mec de base, c'est que le muscle a la longueur du mouvement articulaire qu'il doit fournir. Ça va pas plus loin, c'est assez con, mais c'est vrai. Après, il y a des muscles qui sont pas attachés à des os, comme les muscles du visage. Il y a beaucoup qui sont pas attachés aux os, hein, ils sont sous la peau, et ils font bouger ta peau, tu vois. Il y a des muscles possiers aussi qui s'accrochent là, alors ils peuvent passer sur des fibres. Tu vois, possier du cou, c'est quand. Bon, tout le monde l'a pas. Moi, je l'ai. Tu sais, c'est quand les singes veulent paraître plus forts, ils se mettent comme ça fait un gros coup, ça fait peur et ils montent en même temps les canines. Donc, c'est des trucs, c'est des muscles, des vieux trucs qui datent de, nos, de notre passé simiesque. Et ouais, après, tu as des muscles longs, des muscles courts, des muscles en nappe, tu vois. Tu en as plein avec des formes différentes. Après, un solaire, un triceps sural du mollet peut varier d'un individu à l'autre, hein, en fonction des leviers, en fonction de la fonction qu'il a. Je dis tout le temps, bon, ça c'est moi qui l'ai découvert, mais ça ne mérite pas un prix, mais ça mérite au moins de bons passages dans des livres de sciences. C'est que la taille, par exemple, des muscles, alors c'est pas que sur les muscles du mollet, mais c'est surtout les muscles de la jambe en général, la taille, la longueur du tibia, un long tibia avec comme pour les Africains, avec
un muscle, un triceps tibial, donc des jumeaux très courts et un très long tendon, c'est fait pas pour courir vite, c'est fait pour pas monter en chaleur, donc restituer l'énergie de la chute, de la marche dans ce long tendon pour repartir. Et comme ça, tu es très économique et tu peux courir vite comme sur des ressorts. Mais alors, sur ressort, il n'y a pas juste que sous la pointe des pieds, tu vois. C'est un truc qui va. C'est vraiment un système extrêmement performant, tu vois. Tu vois, donc les mecs, surtout avec un très long tendon, et puis le tendon, il passe en fait là, dessous, tu vois. Il est là, il remonte là, il va s'accrocher ici, une partie du muscle est là, et l'autre, il vient ici, tu vois. Et chez les Africains, particulièrement les subsahariens, hein, ce tendon est très long et ces muscles sont très courts, mais très efficaces pour la course, puisqu'ils sont moins musculaires qu'en rebond. Tu vois. Et chez les Européens, hein, c'est très long. Alors, c'est pas très long pour être très fort, c'est très long pour produire de la chaleur. Tu vois. Et c'est ça qui est très intéressant à comprendre, c'est que en fonction des endroits où on a vécu, on a évolué, on s'est transformé, et nous, on a un gros, nous, pas moi, parce que moi, il est très court, mais les Européens ont en général des mollets plus charnus, qui descendent plus bas avec un tendon calcanéen, donc ce qu'on appelle tendon d'Achille, beaucoup plus court, donc une moins bonne restitution énergétique, un moins bon tendon à l'arrière, ce qui permet d'avoir le muscle plus court, mais ce qui permet d'avoir un muscle plus économique, mais producteur de chaleur. Tu vois. Et ce qui est très important pendant les périodes glaciaires pour se déplacer, hein, quand tu étais un néandertalien, voire un dénisovien. Tu vois. Alors, déjà, un néandertalien, c'est froid, mais alors un dénisovien, c'était encore pire. Tu vois. Et donc, des gros mollets, c'est un avantage, pas pour être puissant, mais pour produire de la chaleur. Et des mollets très courts, c'est un avantage, pas pour courir vite, mais pour éviter de monter en chaleur et de ne pas faire une surchauffe au niveau du cerveau. Tu vois. Parce que le grand problème dans tous les pays chauds, c'est la montée en chaleur et problème numéro un. Tu vois. Donc, si l'Africain subsaharien couvre vite, c'est juste un effet de son adaptation à la survie dans un climat très chaud. Il n'a pas cette morphologie pour courir vite. Mais évidemment, s'il l'a, il a en plus les tendons plus raides, hein, souvent, c'est un avantage, puisqu'il récupère encore plus d'énergie, il peut repartir. Donc, ça fait des extrêmement bons coureurs, parce que justement, ça, c'est des tendons faits pour éviter de monter en chaleur. Mais si tu veux, c'est l'effet, mais ce n'est pas la cause. Mais maintenant, c'est bien pour gagner sa vie quand tu es jamaïcain. Tu vois. Alors qu'avant, c'était bien pour survivre quand tu étais dans un pays chaud parce que tu n'allais pas avoir une insolation et tu n'allais pas mourir. L'insolation n'est pas une montée en chaleur et une destruction du cerveau. Ok, ça marche, merci. Après, j'ai une autre question. Alors, Frank Ropers a 60 ans, Freddy Lépine a 71 ans et tous les deux font du street lifting et sont en bonne santé quand même. Donc, quel conseil as-tu à donner aux gens pour vieillir en aussi bonne santé que Freddy Lépine et Frank Ropers? Il y a une part de génétique et puis il faut continuer à bouger, quoi. Il faut bien manger, pas d'excès, continuer à bouger, hein. C'est tout. Hein. Ok. Voilà. Ensuite, Baiser, manger. Bon, c'est sûr que si c'est une vieille femme, c'est moins facile. On est programmé pour les petites jeunes ou les moyennes, quoi. Mais à un certain moment, bon, faut jeter l'éponge. ça Bon, marche. j'ai du temps devant moi. Pardon? Je dis, j'ai encore du temps devant moi. Ah, ça marche. Et ensuite, je voulais savoir, tu penses quoi des jeunes en musculation, des jeunes youtubeurs, par exemple Alex Levent, Eric Flag, Thibaut InShape, Nassim Saïli? Je connais pas bien Alex Levent, je connais pas bien l'autre. Thibaut InShape, il me fait rire. J'aime bien, je le trouve sympa, c'est assez léger, mais des fois c'est profond aussi. Et il est quand même couillu. Il est pas, c'est pas. D'abord, c'est un mec qui est très gentil. C'est un mec qui est extrêmement professionnel. J'aime bien, j'aime bien. Des fois, quand je regarde ses interviews, il faut dire que c'est du divertissement, mais de qualité. C'est jamais larmoyant, c'est jamais moqueur, et c'est toujours honnête. Donc, moi, Thibaut InShape, je trouve que c'est un YouTuber qui mérite les dizaines de milliers d'euros qu'il se fait parce qu'il est positif, il est honnête et il a pris la place à personne et il n'a jamais chié sur les gens. Tu vois. Et il fait un travail de très bonne qualité. Il est drôle. Il ne se fait pas marcher sur les pieds. Il se fait prendre de la distance.
J'avais vu un reportage qu'il faisait avec une petite, ce qu'on appelait une trisomique, euh, qui était trisomique, mais qui avait quand même, on voyait que les parents avaient été derrière, tout ça, et elle avait vraiment compensé en ayant, elle avait le syndrome de la trisomie, elle devait avoir un QI relativement bas, mais elle avait tellement optimisé elle avait tellement de recul sur ce qu'elle était, c'est qu'elle avait vraiment une forme d'intelligence supérieure pour une trisomique. Et il l'avait interviewé d'une façon magnifique, en parlant de tout, même de sexualité, de tout, ce que personne n'aurait osé faire. Et le mec, et j'ai dit, mais c'est un interview sur une trisomique, et c'est ce qu'on appelait un mongolien, qui remet la trisomie dans le monde des vivants normaux, on va dire normaux, tels qu'ils sont pour les comprendre. Tu vois, c'était génial parce qu'on voyait la fille qui est très consciente de ce qu'elle était et très intelligente. Alors, on dit la chance de sa maman aussi d'avoir été très suivie aussi, hein, parce qu'elle aurait pu être abandonnée, la pauvre petite. Et qui parlait très sincèrement de cette maladie. Et c'était Thibaut qui nous a permis d'avoir une approche extrêmement saine et pas larmoyante, ni excessive, ni mettre des qualités où il n'y en a pas. Tu vois. On va mettre des qualités à des trisomiques, alors qu'ils n'ont pas forcément, et on va être larmoyant, alors qu'il n'y a pas à être larmoyant des fois sur certaines euh, trisomies. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins lourdes. Hein. Mais là, c'était vraiment bien, la fille, et c'était passionnant de voir ça, très intéressant, tu vois, et t'en sortais enrichi. Et je dis, oh merde, il est bien, Thibaut, c'est pas mal, c'est bien. Non, Thibaut, j'aime bien, le mec est bien. Saïli, après, je dirais que Saïli, c'est de l'enseignement de prof de gym, quoi. Tu as l'impression d'avoir affaire à un enseignement pour passer un bon enseignement de CERAPS. C'est ça. J'allais dire, alors, Saïli, ça serait l'enseignement que les mecs devraient avoir à la CERAPS, plutôt, tu vois. Mais bon, c'est Nassim qui va le faire. Parce qu'il n'y a pas forcément que des mecs bons dans les. Je connais pas les trucs, mais il n'y a pas forcément que des mecs bons dans les enseignements d'État. On va dire que Salim, il fait un enseignement qui est très scolaire, mais qui est de bonne qualité. D'accord. Mais c'est du scolaire, Ensuite, hein. Mais c'est bon pour les mecs qui veulent se faire une base, un niveau, puis qui veulent éventuellement être prof de gym, tu vois. Après, je sais pas comment il est fait payer, tu vois. Il a l'air d'être un homme d'affaires aussi. moi, je pense qu'il est bon dans ce qu'il fait. Je pense qu'il est bon. Ouais. Ensuite, je voulais savoir ce que tu pensais de Jean Honche. Je pense que tu le connais. Oui, il est sympa, Jean, je le connais, ouais, il est rigolo. Bon, sur les salons, souvent je finissais avec, et il est gentil. Alors c'est marrant parce que Jean, c'est un mec qui dans la vie est beaucoup plus réservé que quand tu le vois sur les vidéos. Et il n'aime pas trop le direct. Et c'est un mec qui s'exprime en vidéo alors il est plus en retrait dans la vie réelle. Bon, il est très drôle, très droit, très gentil. Puis c'est un mec bien. Hein. J'aime bien. Hein. Puis il est drôle. Comme je dis, tu as eu le courage de te faire chier à regarder les études qu'avait sorti le petit Jake and Fit, là, qui était inintéressante. Il s'est effarci, lui. C'est-à-dire qu'il les a lus. Il a passé 15 jours à se faire chier pour faire la vidéo de Jake and Fit. 15 jours. J'avais pas pu, moi. D'ailleurs, je regarde même pas ses vidéos à Jake and Fit. Il dit tellement de conneries. Je regarde une, je dis, mais c'est quoi ces conneries? Euh, c'est inintéressant. Il fait le mec gentil alors qu'il est tout le temps en train de tendre la main. Il fait des dessins pourris. Il donne un enseignement de basse qualité et est dangereux en plus, tu vois. C'est n'importe quoi. Dangereux, bah oui, quand tu fais la promotion du dos rond en soulevé de terre lourd, ton enseignement, il vaut rien, quoi. Tu vois. Après, j'ai regardé une vidéo de Geek and Fit sur le dopage. Bon, j'ai pas eu le temps de la regarder entièrement, mais j'étais assez d'accord avec son discours. Après, je connais pas trop ce qu'il fait. Je sais que, Et c'était pas une où il y avait Dorian Picard. Il non, je interview crois qu'il était tout seul. C'est lui qui parlait enfin, qui donnait son avis sur le dopage. pas vu. Et, Mais bon, en général, je ne regarde pas parce que je le trouve. Tu sais, moi, c'est un mec qui est en admiration devant moi, puis d'un seul coup, je sais pas, il m'a détesté. Et parce qu'une fois, j'ai pas pu parler avec lui. C'est parti de là. Mais c'est pas de ma faute. J'avais rendez-vous avec les Coréens qui bossent avec nous à l'usine Larocque et je savais pas où ils étaient. Donc, c'est des mecs qui viennent de Corée quand même. Tu vois, c'est les équipes qui bossent avec l'usine. Et
on avait le PDG, donc c'est quand même des gros trucs. Je ne voulais pas arriver en retard. Je dis, excuse-moi, je ne peux pas parler avec toi. Il a pris ça comme un affront. C'est pas du tout ça. C'est que je ne sais pas où était le restaurant où il y avait les mecs. Donc, il fallait que je suis directement l'équipe. Puis après, il s'est mis à m'attaquer. Et du coup, je ne peux même pas le regarder parce que j'ai été attaqué pendant 2 ans. Mais à chaque fois, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces images qui passent sur moi? Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Je dis tout le temps mon nom pour un truc négatif. Je dis, il s'est trompé à tel endroit, il s'est trompé là. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Il est fou, le mec, tu vois. Non, c'est un. Et alors, Ça au début, s'arrangera pas entre vous. bah, c'est un menteur surtout. Bah, attends, le mec est un menteur. Tu ne peux pas parler avec un menteur. Dès que tu es un menteur, il faut les fuir. Je veux dire, je veux pas, on me dit pourquoi tu ne fais pas un débat avec Thomas Durand? D'abord, c'est un menteur. Deux, c'est un menteur. Donc, il n'y a pas possibilité de parler avec quelqu'un qui ment. C'est pas possible. Tu avais demandé des excuses publiques à Thomas Durand, je crois. Oui, j'ai demandé des excuses publiques. J'ai demandé, tu fais des excuses. Là, j'ai rappelé mon avocat pour voir parce qu'il devait faire le truc. Et après, il avait un contrat d'exclusivité. Donc, on doit repasser le dossier à notre avocat. Il y en a deux qui ont dit non, mais on voudrait relire tout le dossier. Je dis, attends, le dossier, on l'a déjà fait, tu vois. Donc, on en cherche un troisième pour reprendre le dossier qui est déjà fait. Tu vois, pour diffamation. Tu vois. Donc, nous, on a déjà fait le dossier, simplement avec l'avocat. Simplement, je dois trouver l'avocat qui doit attaquer, qui va revoir un dossier et réattaquer pour diffamation. Pour bien le faire chier, parce qu'il y a quand même diffamation. Je veux dire, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui blesse les gens devant tout le monde. Moi, je peux le dire. Ah, toi, oui, mais moi, je peux le dire parce que je sais que derrière moi, j'ai la médecine du travail et l'enseignement de la médecine. C'est-à-dire, j'ai ce qui est dit dans les magazines. Tu vois. Pour moi, tu n'as rien quand tu m'attaques. Tu vois. Alors que moi, j'ai quand même derrière des trucs. Tu vois. J'ai la médecine d'État. Je veux dire, toi, tu blesses les gens. Tu vois. Tu vois, tu ne peux pas aller contre ça. Déjà, de toute façon, les mecs, ils voulaient m'attaquer pour harcèlement, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont un harcèlement sur moi qui a duré 2 ans avant que j'intervienne. Et moi, j'ai tout le temps dit, bah, pendant 2 ans, je tiendrai au moins 2 ans à expliquer que c'est de la merde, ces mecs-là. Vraiment de la merde. C'est de la merde parce que blesser des gens, c'est pas bien. C'est de la merde. Tu vois. Surtout que ça doit partir d'une jalousie, quoi, à la base. C'est on va contredire de l'avier. Alors tu me contredis sur, je sais pas moi, le biceps, ça se fait à 10 séries, non, ça se fait à 5. Tu vois, il n'y a pas de danger. Mais contredire en disant non, non, le soulevé de terre lourd, taureau, on peut, c'est pour me contredire, envoyer des mecs à l'hosto. Et là, c'est grave. Là, on est dans un autre domaine déjà. Après, je voulais savoir, dans le fit game français, quels sont tes youtubeurs préférés? Moi, je ne regarde pas trop de feed game, à vérité. Hein. Je te dis, je regarde pas le feed game. Alors, il y a peut-être des trucs à apprendre, mais en général, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas c'est pas ma façon de regarder. Je regarde pas le feed game français. Très peu. Bon, je regarde Jean 11 parce que c'est des trucs qui m'intéressent. Autrement, moi, je suis plutôt sur Insta et je regarde les nouveautés des machines et Squat Université, c'est ça, Squat Academy, je me souviens plus là. Je regarde ça parce que j'aime bien, c'est marrant parce que lui-même prend des trucs de partout. Il remet, puis il y en a d'autres, j'en ai vu qui étaient pas mal aussi. J'aime bien les petits films Insta de technique. Puis des fois, il y a des trucs, ah merde, ça, j'avais pas pensé, tu vois. Ah, tiens, ça, c'est bon, tu vois. Ou je regarde les fabricants de machines, des fois. Alors, il y a de tout, hein, parce que c'est mon métier aussi, quelque part. Hein. Donc, mais le feed game, j'ai pas le temps. Et puis j'ai quand même une connaissance en musculation qui fait que j'ai peut-être pas besoin. Alors, c'est rare de trouver à un certain moment des mecs qui vont vraiment m'apporter des trucs. Alors, j'ai des trucs, et on a des trucs qui sont bien, qui m'ont apporté beaucoup de choses, surtout dans les pratiques d'haltéro, tu vois, les pros, haltéro, les pros en strong, les pros en power, toutes les techniques avec les élastiques, tout ça, il y a des trucs fabuleux pour prendre de la force, hein, ou des trucs adaptables à la musculation qui viennent du power, qui viennent d'entraînement très spécifique, ou des trucs qui viennent d'entraînement très spécifique comme les bras de ferriste, où tu as tous les travaux des pronateurs et des supinateurs qui sont très négligents en musculation. Et donc, la musculation classique n'a aucune culture, même le power, du travail du pronateur et supinateur qui sont pourtant fondamentaux. Et on découvre qu'ils sont fondamentaux maintenant pour éviter les mouvements parasites et les blessures et être plus fort dans toutes les prises de barre. Donc, c'est un avantage. Donc,
on trouve des trucs intéressants en musculation dans des domaines qui ne sont pas forcément de la musculation pure. Tu vois. Ok. Mais même pour le gainage et les pompes, il y a Frank Ropers qui m'avait montré une façon de faire le gainage et même les pompes qu'il avait apprise en haltérophilie, en fait. Et franchement, c'était beaucoup plus dur que du Mm. gainage classique et que des simples pompes. C'est vraiment beaucoup plus dur. Et ça permet justement de faire un autre travail et peut-être de... Le gainage, tu vois, si tu en fais 5 minutes, c'est dur déjà. Mais Ah là, ouais. la façon dont il m'avait montré pour le faire, si tu le fais 1 minute, ça équivaut à 4 5 minutes du gainage classique. Et ça veut, je crois que ça venait de l'haltérophilie. Mm. Mais je t'enverrai les vidéos pour te montrer. Mm. Ok. Et écoute, Frédéric, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et je voulais savoir où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet. Je crois que tu as Instagram, tu as Facebook. Bah, j'ai mon YouTube, j'ai mon Insta et puis j'ai mon Facebook. Tu vois. Je Ok. suis pas TikToker. Euh, bon, j'y peux Pas rien. encore. Bon, il faudrait, mais j'ai quand même une vie assez remplie, hein, entre faire des bouquins, faire des machines, et puis je fais pas que des bouquins de muscu, moi je fais aussi des bouquins de philo, et qui se vendent très bien d'ailleurs, hein. Je veux dire, en France, mon bouquin de philo se vend plus qu'un livre de muscu, par exemple. Mais à part la Russie, je ne suis pas encore édité ailleurs, quoi, tu vois. Bon, j'ai dit en D'accord. Russie, c'est bien. Moi, je suis en Russie, tu vois. Bon, ça fait. Il n'y avait pas la guerre hein, quand c'est parti. Mais bon, je ne vais pas attaquer mon éditrice. C'est une gentille dame. J'ai de très bons contacts avec. Donc on les laisse. Et puis ça fait du bien. Ça permettra à nos amis slaves de s'instruire. Voilà. C'est sûr. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Frédéric, et à Ok. bientôt. Ok. Salut. Merci. Allez. À bientôt. Merci.